Donald Trump a cette fois-ci, malgré tous les sondages, écrasé sa rivale démocrate. Il a prouvé que le peuple américain rejette la vision mondialiste des élites. Est-ce que cette victoire populaire peut se propager partout en Europe et plus particulièrement en France? S'est-on débarrassé définitivement du wokisme? Quelles conséquences pour la France? À ces questions répondra Nicolas Conquer, porte-parole des Républicains Overseas. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, c'est parti! Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de la victoire écrasante de Donald Trump, des larmes de journalistes français et de wokistes aussi. Ça, c'était drôle. J'en ai vu beaucoup sur les TikTok et autres réseaux sociaux. On va en parler avec Nicolas Conquer, ici présent, Alexis Tarade, qui est notre correspondant USA en Floride, Serge Federbusch, éditorialiste, et Georges Clément, président du comité Trump France. Avant ça, n'oubliez pas de rejoindre le club Géopolitique Profonde. Le 17e numéro est là entre mes mains. Vous rejoignez vos auteurs préférés, les généraux de Lavarde, Laurent Ozon, Claude Janvier, etc. Vous aurez en cadeau l'industrie minière et 7 jours d'essai gratuits. Bonjour à vous. On me montre. Ah bah tiens voilà, Nicolas Conquer. Bah tiens, mets-toi un peu plus vers ta droite ou ta gauche. À me décaler. Bon, Okay, tu es super. le visage qu'on voit partout là sur ces élections. Justement, tu es allé à France Inter, je crois, le matin de la victoire de Donald Trump. Qu'est-ce qui s'est passé à France Inter? Comment était-il? Alors effectivement, je me trouvais à France Inter pile au moment où on a Donald Trump qui est monté à la tribune à Mar-a-Lago pour vraiment dire qu'on était au stade où il avait les 270 grands électeurs. Donc c'était un moment de bascule, le vrai moment où on savait que l'élection était pliée, elle était dans la sac pour les Républicains. Et je peux vous dire que l'ambiance n'était pas à l'euphorie, c'est le moins qu'on puisse dire, chez France Inter. En plateau avant moi, il y avait d'illustres commentateurs et de bien-pensants comme Thomas Negaroff et d'autres qu'on ne devrait même pas citer. Mais de fait, voilà, toutes les attaques et tout le vomi qu'ils ont pu déverser sur nous derrière Donald Trump se retournaient en plein dans leur face. Donc ça a fait un beau retour de flamme contre eux. C'était comme si c'était un jour de deuil national, je peux tout vous dire. Et derrière, moi je me suis trouvé face à un contradicteur démocrate qui est tombé dans les pires outrances, mais vraiment, mais plutôt que d'être dans une position de respectabilité, de dignité, et de dire, bah voilà, c'était une campagne fair fight, comme on dit, on se derrière une poignée de main, on dit, bah voilà, c'est le jeu de la démocratie. Il était là à vouloir dépeindre tous les électeurs de Donald Trump comme étant des racistes et tout ce qu'on a entendu pendant la campagne. Donc ils n'ont pas tiré le moindre enseignement de cette campagne sur laquelle ils ont usé que des insultes, du mépris, et ça va vraiment se retourner contre eux dans les urnes. On l'a vu aux États-Unis, mais en France aussi. Je vous garantis que ces élites déconnectées et ces bien-pensants qui n'arrivent qui va se retourner contre eux, et à plus forte raison, de par le service public qui nous crache à la figure sans cesse. Il y en a marre, et je pense qu'il faut qu'on leur rende bien la monnaie de leur pièce. Donc c'est de bonne guerre que de les critiquer, même si dans le lot, encore une fois, il ne faut pas être manichéen et à l'emporte-pièce. Il y en a quelques-uns qui font du beau boulot, on va le reconnaître. Derrière, il y a plein d'équipes qui bossent, et je pense que c'est peut-être en train de basculer, peut-être. Hein. Et de fait, on n'a pas boudé notre plaisir d'être dans une victoire qui est retentissante. À ce stade, on avait déjà une bonne vision sur le Sénat. Il y avait la présidence qui était tombée, mais de fait, désormais, on a quasiment la chambre qui est quasi sûre.
candidature et qui fait qu'on a cette trifecta, c'est-à-dire les trois branches, c'est-à-dire la maison, enfin pardon, la présidence, la Maison Blanche et une majorité dans les deux chambres, ce qui permet vraiment de pouvoir mettre en place sa vision, son programme, au moins jusqu'aux midterms qui seront dans 2 ans, les élections de mi-mandat. Est-ce que on peut comparer avec la France dans le sens où on voit que c'est le peuple qui a gagné contre les élites? Est-ce que cette victoire de Trump, elle peut permettre à des partis ou de personnalités qui représentent le peuple de gagner ici en France? Toi qui es franco-américain, est-ce que tu sens vraiment cette analogie, toi? Ah, mais je pense que les préoccupations et les thématiques de campagne vont trouver un écho très présent en France. On le voit, les thèmes forts de la campagne, c'est l'immigration, l'insécurité et le pouvoir d'achat aux États-Unis. Figurez-vous que si vous allez demander à la majorité des Français quelles sont les préoccupations clés du moment, bah, effectivement, le pouvoir d'achat, l'immigration, l'insécurité. Donc, je dis pas qu'il faut faire un copier-coller, mais on sent qu'il y a des préoccupations communes et effectivement, ça va faire un écho à la personnalité de Donald Trump. Donc, c'est pas un copier-coller qu'il faut, c'est un Trump à la française qui va vraiment pouvoir se soucier vraiment de l'intérêt des Français plutôt que de vouloir donner dans une Europe un peu faite de toutes pièces ou des intérêts globalistes comme vous pouvez les appeler qui font que on a besoin d'une personne qui incarnerait cette vision du protectionnisme, de cette souveraineté nationale contre les intérêts marchands de certains lobbies ou groupes industriels. Mais est-ce que ça existe en France? Parce que le truc, on voit que Trump, lorsqu'on voit sa campagne, moi j'aimerais avoir un Trump français. Parce que Trump, il regarde pas le politiquement correct, il s'en fout, il y va. Alors que chez nous en France, ah mais est-ce que si je dis ça, ça va pas plaire à ceci? Est-ce que tel sondage va pas me dire ceci, cela? Moi j'ai l'impression qu'en France, on est un peu encore trop dans le système. C'est ça, bah, c'est très lisse, c'est très politiquement correct, et même quand on commence à évoquer cette idée d'un politique, enfin, pardon, d'un Trump à la française, on se dit, ah, maintenant, la Cinquième République, le système politique français n'est pas prêt, n'est pas destiné à avoir une figure comme Donald Trump. Au contraire, moi je pense que désormais, c'est pas les institutions, c'est vraiment le peuple qui a besoin d'être écouté, il a besoin de quelqu'un qui lui parle vrai, de pas être dans cette parole un peu politicienne, déconnectée de la réalité. On a besoin d'une personnalité comme Donald Trump, comme on a eu un Bukele, comme on a eu un Milei. C'est des gens qui étaient absolument inconnus au bataillon, du moins dans la sphère politique, et qui ont émergé grâce à la faveur d'une situation exceptionnelle, de crise qui avait prospéré dans les pays, et avec cette vision, avec ce leadership et cette incarnation, avec leur style qui leur est tout à fait propre, ils ont su obtenir l'adhésion des masses. En 2016, Donald Trump, il fait la surprise. En 2024, il obtient l'adhésion populaire. Il remporte le vote populaire en ayant progressé systématiquement depuis 2016. Donc, on est vraiment dans une adhésion et systématiquement dans toutes les franges des électorats, que ce soit les femmes, les minorités, les jeunes. Il fait des progressions retentissantes. Il a même obtenu des comtés qui n'avaient pas basculé depuis plus de 150 ans du côté des républicains. Donc, je veux dire, c'est quand même une adhésion massive, un rejet massif de ces élites déconnectées, des et des gens qui voilà sont les grands gagnants de cette mondialisation et qui méprisent sans cesse ces classes moyennes, ces classes ouvrières qui sont déclassées et qui n'ont absolument aucune de leur faveur parce que voilà, vous n'allez quand même pas aller voir les ploucs du Midwest, vous voyez, et on retrouve ce même scénario en France entre les périphéries et les villes qui sont les grandes gagnantes de la mondialisation. Donc ces fractures qu'on a du fait du territoire, elles sont présentes au UK, elles sont présentes en France et on retrouve les mêmes aux États-Unis, donc ça appelle les mêmes solutions. Et le fait que les journalistes et les institutions de sondage se sont tous plantés en disant ouais ça sera ultra serré entre les deux, là faut quand même un peu en parler quoi. C'est pas un phénomène nouveau hein. Pardon. C'est pas un phénomène nouveau, je vous renvoie juste à la couverture du New York Times en 1980, il y a 44 ans, le New York Times, la veille du scrutin, a dit ça va être excessivement serré, vraiment, c'est une course au coude à coude, un peu les mêmes éléments de langage qu'on avait aujourd'hui ou il y a 3 jours. De fait, le lendemain, donc le New York Times dit ça la veille du scrutin entre Reagan et Carter, le lendemain, vous connaissez la suite, Reagan, il bannait les États-Unis, il remporte 49 des 50 États, donc encore une fois, c'est un narratif officiel, c'est volontaire aussi pour essayer d'influer aussi l'électorat, à dire bah voilà, si c'est au coude à coude, c'est peut-être pas tant la peine que je me déplace. Il y a une volonté aussi de la prophétie autoréalisatrice et aussi il y a un terrible biais de confirmation des médias. Je prends un seul exemple. Il y a 3 jours, il y a un sondage qui a été publié par un institut de sondage assez connu qui s'appelle Sulzer. C'était un sondage dans l'Iowa. On disait mais Kamala Harris va remporter l'État de l'Iowa.
Ok, ça paraît anodin comme ça, mais c'est une vraie bascule. On dit, bah tiens, ça alors, on s'y attendait pas. Et c'est un élément, c'est une donnée, une anomalie statistique en soi. C'est-à-dire qu'après, individuellement, ça ne vaut rien, mais tous les médias s'en sont emparés en disant, mais ça y est, Kamala, elle va chasser dans les terres de Donald Trump, elle va gagner des nouveaux États, et ça va faire qu'elle va remporter l'élection. Je fais, attendez, si on regarde un peu dans le détail, il y a des choses ça, c'est un peu fishy, comme on dit, ça a un goût de poiscaille, ça sent pas bon. Et dans le détail, ça tenait pas la route, ça supposait qu'il y a un shift, une bascule de 30 points des républicains vers les démocrates dans les seniors. Donc en soi, ça tenait pas la route. Mais le véritable problème de ces journalistes qui sont idéologisés, c'est qu'ils ont un biais de confirmation. Ils veulent pas de l'information, ils veulent juste prendre ce qui va dans le sens de leur narratif et ils vont vous le forcer, là, ils vont vous matrixer jusqu'à ce que vous le croyez. Donc leur force, c'est qu'ils ont cette force de frappe médiatique, mais grâce à votre média, vos plateformes et ces informations qu'on peut avoir sur le journalisme citoyen, on arrive également à avoir une information contradictoire qu'on peut recroiser et tirer un petit peu ce qui est vrai de la propagande d'État. Là, je te prends juste 2 minutes parce que je sais que tu es très très pris. On a vu que toi d'ailleurs ces 48 heures un peu partout dans les télévisions. Mais pour le coup, tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as parlé du journalisme des chaînes comme les nôtres. Hein. Alors je cite aussi TVL, Toxin, je sais pas, Éric Morillo, bon, et tous les autres, Idriss Aberkan, etc. Mais tu vois, le différentiel quand même entre la France et l'Amérique, c'est que Trump va chez Joe Rogan, aucun des grands politiques de la droite française ne vient chez nous. C'est malheureusement. Alors, c'est vrai que toutefois, on est là, sauf Charles Federbusch. Salut à vous. Mais c'est vrai que les influenceurs se sont invités dans la dernière campagne présidentielle. Pour pas les nommer, des Hugo Décrypte, oui, mais auprès de Macron. Génération Do It Yourself. Oui, mais auprès de Macron, tout ça. Mais de fait, même d'autres influenceurs 2.0, ils ont interviewé Marine Le Pen, pour pas la nommer, Magali Berda. C'est pas un jugement de valeur, mais non, mais Magali Berda, c'est pas une journaliste, c'est une. C'est pas ce que c'est d'ailleurs. Mais c'est des nouveaux canaux, pour toucher un nouvel électorat, et c'est pertinent à ceci près qu'on voit qu'il y en a qui ont un traitement médiatique ou de l'information où ils cajolent un peu plus leur candidat. Quand vous allez chez un Joe Rogan sur un entretien de 3 heures, j'imagine que ça serait pareil sur le GP de TV, ça serait vraiment le truc sur lequel c'est sans concession, quoi. T'es pas juste là pour lui servir la soupe, et qu'il y aurait un vrai échange en vérité sur le programme, sur la personnalité, sur le parcours, et évidemment même sur des questions qui sortent un petit peu du côté un peu mainstream, consensuel, scripté des éléments de langage. Et c'est ça aujourd'hui que les Français ont besoin. Ils ont vraiment besoin qu'on leur parle vrai, qu'on puisse, dont les besoins ont besoin, effectivement, et ils ont besoin qu'on leur parle vrai avec des préoccupations qui résonnent vraiment avec leurs attentes, et c'est pas genre juste derrière un BFM TV, un LCI ou autre chaîne mainstream sur lequel tout est policé, tout est vraiment très, très scripté, que on arrivera à remobiliser un électorat citoyen qui a perdu confiance en cette politique, qui pense qu'à ses propres intérêts plutôt qu'aux intérêts du peuple français. Merci à toi, cher Nicolas. Passe une bonne soirée et au plaisir de te revoir très très vite. Salut. Merci. Alors, on a de la chance. On a en plus de Serge, on a Georges Clément et on a un correspondant en Floride. Cher Alexis, qu'est-ce que tu as pensé là, de ce qui s'est dit? Ah, on l'entend pas. Effectivement. Vas-y. Moi, je vous entends parfaitement. Vas-y, tu peux. On t'entend bien. D'accord. Parfait. Alors, c'est idéal. Je disais que ce qui a été dit par Nicolas est extrêmement pertinent. Il y a aujourd'hui dans les médias, qu'ils soient en France ou même aux États-Unis, des angles, je dirais, d'information ou je dirais de réinformation, parce que on modifie des éléments factuels pour en transformer, je dirais, leur substance, qui ont des buts véritablement d'influence, notamment on l'a vu dans ces élections. Mais enfin, même si on peut dire que je pense que personne sérieusement n'avait vu venir le raz-de-marée des résultats de Trump, ceci étant, effectivement, tout le monde misait, et c'était ce qui était les médias. Ça a coupé? Bon, pas grave, ça a coupé. Cher Georges, qu'est-ce que vous en pensez là? Vous voulez peut-être rebondir un peu parce que vous avez aidé. Vous trépignez là. Je vois ça. Non, oui, trépigner parce que on a envie de répondre et évidemment c'est pas possible. Donc la conséquence c'est le trépignement. Non, ce que je voulais dire c'est que bon, il a gagné. Tout le monde est d'accord. Lui avec. Mais quand même, on n'est pas dupe. On sait bien qu'il reste
un problème financier, économique et de dette aux États-Unis colossal, qu'il est là aujourd'hui comme il était là hier, qu'il y a... Bon, le problème de l'immigration sera encore le plus rationnel à envisager, puisque on connaît sa politique, enfin celle qu'il a menée en 2016, enfin 17, 18, 19 et 20, et qu'il va probablement reprendre avec des aménagements, parce que bien entendu, il s'est passé beaucoup de choses depuis. Mais en ce qui concerne le domaine financier et économique, il est devant un seul problème. Il n'y a plus d'argent dans les caisses américaines. La productivité américaine baisse de façon considérable et pour une raison qui est la même que la nôtre, c'est-à-dire que la productivité est liée autant au matériel et au processus de production dont on dispose qu'elle l'est à la compétence et à la connaissance et à la culture, au moins professionnelle, des gens que l'on emploie. Or, tout le monde sait que tout ça se casse la figure, que la moitié des élèves de CM2 ne savent pas lire. C'est pas moi qui le dis, c'est une étude de l'éducation nationale française. Mais je peux vous dire qu'aux États-Unis, le problème est strictement le même. J'avais un ami, Bernard Kremer, qui était, parce qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps maintenant, un avocat important à New York, en tout cas dans un certain domaine. Et on parlait, lui et moi, ensemble, souvent de la chute de la qualité de la langue que l'on emploie. Or, sans la qualité de langue, on n'a pas d'argument, on n'a pas de pensée. Et il me disait, mais Georges, mes enfants ne parlent plus l'anglais, c'est une catastrophe. Donc, c'est un phénomène général. Les États-Unis sont attaqués de la même manière, et donc la productivité baisse. C'est pas une petite affaire. Je veux dire que Trump ne va pas en 2 minutes et en quelques mois réussir cela. C'est un redressement sur 20 ou 30 ans. Et ça pose des problèmes avec le système démocratique. Bon, il reste aussi qu'il y a la géopolitique. Parce qu'on disait souvent que s'est-il passé entre la mandature de Trump en 2017 à 20 et celle-là. Mais ce qui est très différent, c'est le géopolitique. Trump n'avait pas de problème... les États-Unis et le monde n'avaient pas de problème en Ukraine. Il y en a un. Il n'y avait pas... Enfin, des problèmes au Moyen-Orient, on a toujours eu, bien sûr. Ça, je ne vais pas dire que c'est nouveau. Mais enfin, on est dans une crise. Et une crise qui devient existentielle pour Israël, ce qui a jamais été le cas dans toutes les autres crises. Oui, mais non. En 1967, oui, non, mais c'est des et guerres. En 1973 surtout, ils ont failli être envahis. Bon, voilà, en 1973, c'est pas... La guerre du Kippour, on est d'accord. Mais la guerre du Kippour est une guerre, et justement, c'est parce que Golda Meir n'avait rien prévu. Là, il y a eu un problème de défaut de gouvernement, mais ils l'ont rattrapé très vite. Là, on est dans un autre problème, parce que je ne parle pas simplement de l'aspect militaire, je parle de l'environnement qui n'est plus dans le même sens. Passons. Donc, ces 2 problèmes restent entiers. Il dit qu'il va les résoudre rapidement. Pour ce qui est de l'Ukraine, j'en doute. On peut en parler, mais j'en doute. J'en doute pour le mot rapidement. Sauf si Trump prend son téléphone, parle à Poutine et s'arrange avec lui, d'homme à homme. Mais s'il fait ça dans l'immédiat, il va avoir tout le deep state sur le dos. Et ça, c'est un des problèmes considérables que Trump a à résoudre et qu'il n'avait pas dans la première mandature. Il en avait d'autres, certes, mais il n'avait pas celui-là. Et puis après il restera d'autres problèmes sociaux, mais c'est moins grave, et ça, je pense qu'il pourra les traiter. Mais surtout, on dit que tout se passe plutôt bien, les gens ont accepté son élection. Oui, il a eu des coups de fil, même de Biden. Biden qui disait il y a 10 jours qu'il n'y aurait pas de transition pacifique, ce sont exactement ces mots, prend son téléphone pour le féliciter. Moi, ça m'inquiète plus que ça me rassure. Ah bon? Pourquoi? Écoutez, quand vous avez un deep state profond qui est contre lui, écoutez, on a eu tout le cinéma des agences de renseignement en 2020 qui ont fait semblant à un certain niveau de l'aider tout en bétonnant l'arrière pour empêcher
toutes les actions en contestation des fraudes d'aboutir à quoi que ce soit, on se dit quand même que ce deep state, qui en plus est menacé par sa venue. Quand je dis menacé, je parle du personnel qui pourrait être coupable d'un certain nombre de choses. Celui-là, il est là toujours. Il est fait de fonctionnaires. Je rappelle quand même qu'à la CIA, il y a au moins 20 ou 25 000 personnes. Qu'au FBI, on doit être dans une trentaine de milliers de personnes. Et qu'il faut rajouter la NSA à ça, etc., etc. On est quand même dans une armée de l'ordre de plus de 100 ou 150 000 fonctionnaires. Mais fonctionnaires idéologisés depuis une dizaine d'années. On le sait maintenant. Donc, ça, c'est là. Bon, ben, il va falloir... Donc, je ne crois pas, ce à quoi je ne crois pas, c'est qu'il y aura une possibilité d'appliquer sa politique de manière pacifique, que s'il la pose, il la met vraiment en œuvre. Alors, on me parle, le Sénat est bon, là, je ne veux rien dire, je n'ai pas la liste des sénateurs, mais je connais les rhinos. Il y en avait quand même 7 ou 8 dans la précédente législature. S'il en reste simplement que 3 ou 4, et qu'ils n'ont que 52 sénateurs, il n'a pas de majorité. Il a une majorité théorique. Tu es d'accord avec ce qui se voilà. dit? Bon, alors il y a... Donc j'arrête, mais ça me fait être prudent. Parce que je suis pour cet homme, mais pour cet homme, pour ce qu'il est, pour cette capacité de combat, pour ça... Franchement, il n'y a pas d'erreur là-dessus. Mais je sais devant quoi il est et je sais que... Ça ne va pas être simple. Bien. Voilà. Hein. Vas-y, Serge. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Alors, sur Oui, l'auto-intoxication, mais pas seulement par vous. Hein. Bah oui, pas aussi. L'auto-intoxication des soi-disant élites, moi, j'aime pas le mot élite parce qu'ils n'en sont pas, en fait. Des classes dirigeantes, peu importe. Donc, c'est un mot qu'il ne faut pas, qui leur fait trop d'honneur. Bon. Donc, l'auto-intoxication, le mépris, la suffisance... tout ça, on les connaît bien, on les a en France, on les a aux États-Unis, on les a partout. Bon, et ils finissent effectivement par, en s'auto-intoxiquant, par tomber parce qu'ils ne voient pas arriver les événements. Bon. Cela étant, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Alors d'abord, aux États-Unis, il ne faut pas oublier quand même que Trump, il a été au pouvoir entre 2016 et 2020. Il a eu un certain nombre de difficultés, des difficultés auxquelles il s'est heurté, en particulier sur la capacité, parce qu'il n'avait pas une majorité suffisante dans les deux chambres, à faire adopter ses lois en matière d'immigration. Ça l'a quand même beaucoup fragilisé. Il ne faut pas oublier non plus des exemples plus anciens. On a évoqué la question de Reagan, par exemple. Reagan, il arrive en 1980, il va tout casser, effectivement, c'est la révolution conservatrice de l'époque, c'était le mot qui était employé. Parfait. Il a eu un rôle historique éminent pour faire chuter l'Union soviétique. On lui doit ça, avec Jean-Paul II. Ça, c'est un rôle éminent. Mais en politique intérieure, il y a eu des naturalisations et une immigration comme jamais sous Reagan. Jamais. Bon. Et d'ailleurs, il s'en faisait même, Ronald Reagan, le partisan. Il disait, les États-Unis, c'est une terre d'immigration, c'est notre force, etc., etc. Donc, les choses ne sont pas très simples. Sur ensuite la façon, deuxième sujet qui a été évoqué, qu'est-ce que ça augure pour la France ? En France, on n'est pas tout à fait aux États-Unis, malheureusement pour nous, de ce point de vue-là. En France, on a un secteur public beaucoup plus dilaté. Et on a une population beaucoup plus décérébrée, encore qu'aux États-Unis, qui est biberonnée à l'État, qui vit de subventions, qui vit d'aide, qui vit de protection. En gros, il y a 60% de dépenses publiques en France, il y a 60% de la population qui vit de la protection de l'État. Et cette population-là, on le voit par exemple dans les sondages, vous voyez 78% des Français qui sont choqués par l'élection de Trump. Ils sont vraiment choqués. Un électeur républicain en France, républicain français, UMP, ex-UMP, il est choqué par l'élection de Trump. Bon, le Figaro, quand on voit les unes du Figaro, on a l'impression pratiquement de lire Libé ou Le Monde. C'est incroyable, c'est consternant. Ils ont été très anti-Trump. Donc, mais ça, c'est lié à quoi ? C'est quelque chose de très profond. La France est beaucoup plus indécrottable que les États-Unis. Aux États-Unis, il y a beaucoup de gens dans le privé qui souffrent, qui doivent se battre au jour le jour, qui n'ont pas de protection de l'État, c'est marche ou crève. Donc, évidemment, quand ils voient des escrocs au pouvoir ou des inaptes, comme Biden ou comme Harris, ils veulent s'en débarrasser de manière beaucoup plus rapide. En France, comme on est protégé par l'État, c'est difficile d'avoir les mêmes réflexes, je dirais, de salut public
et les mêmes bons réflexes de survie, parce que c'est les réflexes de survie qui nous manquent. Bon. Donc voilà, on est dans une situation qui est un peu différente. Ça ne sera pas simple pour Trump, même si ça va être plus simple, parce que c'est son dernier mandat, parce qu'il a le Sénat et les représentants avec lui, et la Cour suprême, donc il a les coups les plus franches, mais ça ne sera pas forcément beaucoup plus simple. Et en France, en tout cas, ça sera encore beaucoup plus difficile pour nous qu'aux États-Unis. Merci à toi, Serge. Dis-moi, Alexis, tu as écouté nos deux amis. Alors d'abord, qu'est-ce que tu penses sur le conflit ukrainien? Est-ce que ça peut justement se régler vite? Et deuxième chose, toi qui es là en Floride, est-ce que tu vois en effet que voilà, les Américains, ils ont plus envie de renverser la table que ne le font les Français? Et d'ailleurs, je vais vous montrer tout à l'heure un micro-trottoir qu'on en a fait dans les Alpes-Maritimes, je crois du côté de Nice, sur ce que les gens pensent de Trump. Vas-y. Oui, déjà, désolé pour la coupure. Alors, j'ai entendu tout ce qui a été dit. Je suis pas d'accord avec tout. Déjà, sur la question, pour reprendre dans l'ordre, sur la question du conflit ukrainien, non, ça va être une vraie difficulté pour le président désormais Trump de régler ce souci-là, parce que tout simplement, la situation aujourd'hui ne nécessite pas pour la Russie d'avoir des négociations de paix, je dirais accélérées. Le temps joue pour la Russie avance sur le terrain, elle a des objectifs qui sont antinomiques de ceux qui seront les objectifs américains. Forcément, notamment diplomatiquement. Donc, le président Poutine, à mon sens, n'est pas du tout aussi ouvert qu'on pourrait l'imaginer à des négociations de paix. Ça clôt la partie sur la question ukrainienne. Maintenant, la partie qui a été abordée sur l'international, effectivement, le président Trump, c'est un président qui s'est engagé à résoudre beaucoup de conflits à l'international. Mais ceci étant, c'est pas la préoccupation et c'est donc pas la pression qui lui sera mise par ses concitoyens. Parce que ses concitoyens ici, je dirais le point le plus important, celui qui a été au cœur de cette campagne électorale, c'est le pouvoir d'achat, notamment sur les classes moyennes. Donc toute la pression qui sera mise sur le président Trump, elle sera pas forcément liée aux questions internationales sur lesquelles les Américains finalement ont moins d'intérêt que sur le regard sur leur propre capacité économique au quotidien. Donc moi je pense que Trump va devoir se focaliser sur son économie, sur ses questions domestiques, ses questions nationales, et que finalement l'international c'est un bonus. Soit il arrivera à tenir ses objectifs, et donc dans ce cas-là tout le monde en sera ravi, soit il n'y arrivera pas forcément, et je pense qu'on lui tiendra beaucoup moins rigueur que s'il se trompe ou s'il n'arrive pas à faire pour les Américains, ce qu'il s'est engagé à faire, c'est-à-dire le slogan c'était quoi? C'était Trump fix it, will fix it. Voilà, de résoudre cette situation de vie compliquée économiquement pour les Américains aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils te disent, là tu es en Floride, qu'est-ce qu'ils te disent les gens quand tu discutes un peu avec eux? Et les gens, déjà, ils sont déjà passés à autre chose. Et tous les médias ici aux États-Unis, alors c'est incroyable, cette élection à multiples titres est complètement singulière. Et dès, je dirais, le lendemain des résultats qui sont arrivés à une vitesse que je pense personne n'avait prévu. Mike, on était dans différentes émissions ensemble la nuit du 5 au 6. Les résultats sont arrivés avec une clarté très très rapidement. Et les médias américains ont immédiatement enchaîné. Ils sont déjà partis. Aujourd'hui, ils nous parlent de qui sera l'équipe autour de Donald Trump, du programme de Donald Trump, ce qu'il va faire, ce qu'il veut mettre en place. Encore une fois, toujours sur cet axe national et non pas autant que ça sur l'international. Bien sûr, on parle de l'international. Bien sûr, on parle de la question de la Chine. Bien sûr, on parle du Middle East. Bien sûr, on parle de l'Ukraine. Bien sûr, on parle de l'Europe. Mais pas tant que ça ici. Ici, on parle de voilà, qu'est-ce que Trump va faire pour ses Américains et quelles équipes vont être autour de lui. Les gens sont déjà passés à autre chose. Et je finis de répondre à un sujet qui a été abordé tout à l'heure. La question du wokisme, n'a pas été une question lors de cette élection. Ça n'est pas rentré en jeu, finalement, ça n'a pas été un des thèmes majeurs. Et j'aurais envie de dire, le wokisme, c'est has-been. Voilà, plus personne n'a envie de se focaliser sur ces thèmes. C'est du passé. Et maintenant, les Américains reviennent peut-être, je l'espère, à du bon sens, tant mieux. En espérant que ce soit contagieux et que ça nous arrive jusqu'à nous en France. Merci Alexis. Tu voulais rebondir? Oui, alors effectivement, comme on disait à un moment, quand Clinton a réussi à défaire
Bush père, it's the economy stupid, hein, c'est l'économie qui compte, et ça compte aux États-Unis en premier, évidemment, c'est le premier sujet, ça compte en France, et ça comptera en France comme premier sujet aussi. Et je voulais revenir sur ce qui a été dit, sur l'idée que souvent, les milieux économiques cultivés, etc., étaient plutôt du côté démocrate, depuis Obama. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a eu quelque chose qui a beaucoup joué quand même dans ces élections. D'abord, c'est évidemment, Trump a gagné parce qu'il a su insuffler une dynamique, parce que Harris n'était pas une bonne candidate, mais aussi, il a quand même rallié à lui un certain nombre de milliardaires de la high-tech, en particulier Musk. Pas que de la high-tech, d'ailleurs, Musk, qui fait aussi de l'espace, etc. Et donc, il a autour de lui et avec lui des gens qui ont de l'argent et qui surtout incarnent le capitalisme le plus moderne qui soit. Absolument. Et donc ça a été aussi, avec l'instrument qui est devenu X, Twitter, qui est un instrument, mais qui peut écrabouiller quand même les médias traditionnels dans le futur. Et donc, avec ça, avec cet appui-là, avec ces gens-là, est-ce que Trump va pouvoir inventer des solutions pour sortir d'un problème qui paraît monstrueux, colossal et, on va parler vulgairement, indémerdable, à savoir la montagne de dettes, aussi bien publique que privée, à laquelle il doit faire face, qui est une montagne de dettes qui n'est pas plus importante que celle qu'on a en France pour le public, mais qui est plus importante pour le privé. C'est-à-dire que les ménages américains sont encore beaucoup plus endettés que les ménages français. Je précise que la dette des ménages, et en particulier des cartes, des engagements de crédit à court terme, est plus importante ou aussi importante que les 32 trillions. Donc il faut trouver des solutions originales. Et là, c'est extrêmement intéressant parce que là, ça peut être un modèle pour nous. Et moi, j'ai quand même l'impression que Trump s'est fait le chantre des crypto-monnaies. D'accord ? Et que Musk avec d'ailleurs Zuckerberg aussi, avait beaucoup agité ce thème-là des crypto-monnaies. Et je pense qu'ils ont en tête, ils doivent travailler sur la question de la manière dont ils peuvent conforter le statut du dollar, un peu comme certains petits micro-États d'Amérique latine l'ont fait déjà, en s'appuyant sur les crypto-monnaies, ce qui pourrait d'ailleurs leur servir un moyen monnaie ou monnaie numérique. Les monnaies numériques, mais la monnaie numérique, c'est une des formes des crypto-monnaies, c'est-à-dire trouver un système qui renforce, qui permette de donner un nouveau souffle au financement du Trésor américain et surtout d'éviter qu'il y ait une concurrence qui apparaisse avec le yuan chinois ou avec d'autres monnaies qu'ils essaient de promouvoir dans tous ces pays-là. Je crois qu'ils travaillent sur ces questions-là parce qu'il va falloir qu'ils fassent preuve de génie et d'inventivité, comme le peuple américain sait le faire, comme nous, parfois, on ne sait pas le faire. Mais en tout cas, ça sera un laboratoire extrêmement important dans les années qui viennent. Comment sortir de cette situation budgétaire inextricable ? Qu'est-ce que vous en pensez, cher Georges ? Sur les crypto-monnaies, enfin les crypto-monnaies, attention, pas les monnaies numériques c'est pas la même chose, de banque centrale. Voilà. C'est pas la même chose. Non, mais c'est la banque centrale qui cherche à s'appuyer justement sur des mécaniques où il va y avoir autre chose que la... Parce que si c'est la monnaie numérique de la banque centrale, parce que là, il y a on laisse parler Georges. La crypto-monnaie, nous la connaissons, c'est les blockchains, et Bitcoin, Ethereum, enfin, etc. Elles ont une caractéristique. Elles sont indépendantes totalement du système monétaire, que financier, qui est géré par les banques centrales. Les banques centrales se sont mis dans la tête, ne voulaient pas de la crypto-monnaie, mais on le comprend. Dans leur tête, c'est leur travail, la monnaie. Et voilà que des monnaies privées sont en train de détourner une partie du trafic, du commerce, etc., et des échanges, et elles n'ont plus la main dessus. Donc, elles veulent réagir. Pour réagir, elles ont inventé de reprendre le mot de monnaie dit numérique, mais dans leur tête, c'est la même chose, mais avec une différence. C'est que quand même, cette monnaie numérique, elles vont la gérer. Elles seront dans notre porte-monnaie numérique obligatoire, en plus, je signale, parce qu'une crypto-monnaie, vous avez le choix de le devenir, mais pas là. Et où elles pourront y imposer des choix de mode de consommation. Vous n'aurez pas droit à un quota par exemple, de dépenses de gasoil sur une distance de temps par an. Et si vous dépassez cela, votre carte bleue ne peut plus fonctionner pour acheter du gasoil. Enfin, je prends cet exemple, mais ça va être vrai dans d'autres domaines. Et donc là, on rentre dans un tout autre chose, c'est qu'elles vont gérer la consommation des ménages, non pas seulement en quantité, mais en qualité. Et donc là, on est dans une perte
totale de l'autonomie de l'individu que les crypto-monnaies ne produisent pas, par contre, puisqu'elles vous laissent libre de ce que vous voulez faire de votre crypto-monnaie. Alors, je suis entièrement d'accord avec ça. La monnaie numérique telle que le conçoit Thierry Breton, par exemple, ou Christine Lagarde, ou Van der Leyen, enfin tous les affreux qu'on a à la tête de l'Union européenne et de l'Eurozone, eh bien, évidemment, c'est une arnaque. C'est, en fait, utiliser un mot pour faire le contraire. Exactement. On est absolument d'accord. C'est de l'idéologie pure, c'est de l'arnaque, c'est une partie de bonne taux. Bon. Mais je crois qu'effectivement, des gens comme Trump ou Musk ne peuvent pas penser que ce genre de choses, ils n'en ont même pas envie. Ils n'ont pas envie d'utiliser ça. Non, je pense qu'ils parlent vraiment des crypto-monnaies. Oui, bien sûr, ils parlent de crypto-monnaies, mais ils pensent aussi à la manière dont, dans une nouvelle intégration, un nouveau rapport entre les monnaies de la Banque centrale, des banques centrales et les crypto-monnaies, ils pourraient trouver une solution au problème de financement du Trésor. Alors, du coup, en retrouvant justement une crédibilité. Je voulais poser la question. Parce qu'il y a le principe de la blockchain et de l'indépendance finalement face aux manipulations monétaires. Là, on est dans Milton Friedman, de l'indépendance face aux manipulations monétaires. Donc Alexis, je pense qu'il travaille là-dessus. Est-ce qu'on en parle de ça? T'as entendu? Est-ce qu'on parle de ça, de ces crypto-monnaies en Amérique? Est-ce que ça a fait l'objet d'un peu de programmes, de campagnes, par exemple? Alors, on en parle forcément, et puis en plus, on voit que les marchés sont extrêmement volatiles en fonction de l'actualité de cette élection américaine. Donc, tout au long de ces dernières semaines, et puis là, depuis 2-3 jours, on a beaucoup de volatilité sur les marchés, donc bien entendu. Alors, on en parle pour plein de raisons, parce que déjà, aux États-Unis, c'est un pays qui est très axé sur la tech. On a, notamment ici en Floride, des bornes qui poussent, des bornes à crypto. Donc, c'est un peu comme un distributeur bancaire. Vous venez, vous avez la possibilité d'échanger des cryptos, d'en acheter, de payer des factures avec sur ces bornes crypto. Voilà, donc c'est en développement aujourd'hui aux États-Unis et principalement en Floride. Enfin, pour parler de la question, eh bien, ce qui a été génialissime dans cette campagne de Donald Trump, c'est qu'il s'est entouré de personnalités brillantes et qui séduisent aujourd'hui les Américains. Elon Musk, c'est l'entrepreneur qui est en vogue, qui est adulé ici parce que il est symbole de la réussite. Le fait que la Californie ait failli basculer pour les républicains, c'est pas anodin. C'est que véritablement, même dans ces terres démocrates, ces terres qui sont justement des terres de développement pour tout ce qui est high-tech, nouvelles technologies, on comprend que Trump et donc ses équipes qui sont jeunes et dynamiques ont cette envie de se servir de cet outil tech, de cet outil crypto, de l'ensemble de ces innovations pour pouvoir prévenir pour pouvoir prévoir le futur. Donc ça, c'est l'avantage de Trump, c'est que c'est quelqu'un qui est réactif, qui est innovant, voilà. Mais on sent quand même une différence entre Trump et Macron. On a l'impression qu'il y a un partenariat entre Musk et Trump, alors que par exemple Macron, on sent qu'il y a une soumission par exemple par rapport à Bernard Arnault. Oui, mais c'est pas. Enfin, je pense qu'on peut pas comparer les deux personnalités politiques. Enfin. Moi, je ne suis pas américain, je suis que français. Emmanuel Macron, qui était justement, puisqu'on parle de tech, l'homme qui devait développer la tech en France, quel est le résultat? Après 2 mandats, quel est le résultat? Les États-Unis ont cette capacité d'innovation, de se renouveler, d'amener des idées novatrices que peut-être on n'a pas réussi à mettre en place en France. Et Trump l'a bien compris, hein, il s'est pas entouré d'Elon Musk pour rien. Et d'ailleurs, Elon Musk lui a bien rendu parce que en s'investissant autant et en termes de temps et en termes financiers, notamment avec Twitter ou X indirectement, ça a participé à populariser Donald Trump. Et aujourd'hui, la victoire de Donald Trump, c'est une victoire populaire. Cher Georges. Oui, Macron et Trump, non, là on est dans 2 mondes différents. Trump est un véritable chef d'entreprise.
Il a démarré avec, soi-disant, 1 million de son père. Mais qu'est-ce que c'est qu'1 million quand on sait que c'est pas le prix d'un appartement à Manhattan? C'est pas avec ça qu'il a pu construire les hôtels qu'il a construits, la Trump Tower à New York, les hôtels de Washington, il a vendu depuis, mais enfin, que j'ai vu. Et c'est pas possible. Donc, c'est un chef d'entreprise. Et à l'époque, nous avons fait la campagne de 2016. On avait fait une grande réunion dans mes bureaux de l'époque qui était aux Champs-Élysées, chez Arnaud d'ailleurs, dernier étage. Et il y avait autour de la table beaucoup de monde. Nicolas Stocker, je crois qu'il était là, mais il y avait le général Martinez, il y avait beaucoup de monde. Et il y avait une amie qui était une Américaine du Tennessee et qui avait lancé là-bas un mouvement pour Trump, des femmes, des mères pour Trump. Working mother, oui, donc les femmes qui travaillent pour Trump. Bon, et on parlait et elle le connaissait. Et elle dit, mais Trump, il prend la truelle, il monte au dernier étage, il met du ciment dans un trou, il a le casque. Trump, c'est un véritable chef d'entreprise de son entreprise. Mais c'est pas ça, Macron. Bon, c'est même pas un banquier. Non, c'est rien. Je suis désolé. C'est quoi? Mais il n'est pas banquier. Quand on dit qu'il est banquier, qu'est-ce qu'il est exactement là-dessus? Mais non, il a eu une opération que Mais expliquez-nous pour que les gens qui nous regardent. Une opération de fusion de deux entreprises, je ne me rappelle plus de leur nom, mais importante, mais au niveau relations publiques, hein, je m'explique, c'est-à-dire réunion des gens, etc. C'était Pfizer et Danone, je crois. Non, Nestlé. Oui, ouais, il y a Nestlé. C'était pour le lait en poudre. Nestlé, je crois, c'est sûr, bon, peu importe. Et que lui a confié Rothschild, en effet, puis c'est tout. C'était une mission. Cette mission, bon, c'est pas lui qui l'a réussi, c'est que les deux étaient d'accord. Vous pensez bien que quand on fait une fusion à ce niveau-là, si on se rend compte, c'est qu'on a un intérêt marketing, etc. Et donc, après, c'est une question plutôt d'huile dans les rouages. J'ai pas dit qu'il n'a pas la capacité de mettre... C'est-à-dire qu'on a créé une sorte de récit, une légende. De là à dire que c'était un banquier, c'est-à-dire un homme dont le métier est d'étudier les financements, de mettre... Techniquement, au niveau... Quand même, un financement, ça joue à travers des lois fiscales, à travers des lois économiques, des rendements qu'on attend. Enfin bref, je ne suis pas banquier, mais je suis économiste, j'ai une entreprise, donc je sais de quoi. Macron, c'est pas ça. Je suis désolé. Donc, vous pensez qu'entre Trump, homme de l'immobilier en plus, c'est-à-dire de la partie de l'économie qui est la plus dure, avec peut-être la sidérurgie, etc. Mais enfin, dure au sens humain, etc. Surtout à New York. Surtout à New York, parce qu'à New York, c'est pas rien. Bon, donc... mais moi, pourquoi on cherche à les comparer, enfin Macron n'est rien. Alors, par contre, Trump, il a cette idée... Moi, je l'ai vu, j'ai vu des interviews de lui, mais bien avant 2016, chez Oprah Winfrey. Et donc, j'ai écouté... C'était déjà quelqu'un qui se posait la question de la survie de l'Amérique, de tout ça. Et c'était bien avant, des années avant. Donc, on ne peut pas dire qu'il ne s'est jamais préoccupé de ça. Seulement, à un moment donné, il a vu que ça s'écroulait. Et il a dit, moi, non. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, enfin, bon, en gros, comparer Macron et Trump, c'est c'est un peu une provocation. Oui, on sait que tu aimes bien ça. Macron, c'est rien. C'est un fonctionnaire qui a fait l'ENA, l'inspection des finances, l'école du conformisme. Il paraît, mais je ne suis pas sûr. L'école du conformisme, il a navigué en répétant ce que les anciens attendaient qu'un jeune répète, et puis il est passé dans la banque d'affaires, mais après avoir eu déjà un parcours dans l'administration, mais il est resté très peu de temps dans la banque d'affaires. Il a fait un ou deux deals, c'est rien du tout, quoi. Ça ne se compare absolument pas. Bon, c'est un type qui a été fabriqué justement par Arnaud, et en grande partie, et par d'autres capitalistes, et qui a quand même une ambition personnelle, bien entendu. Il a su les convaincre qui saurait les servir. C'est pas évident, parce qu'il se méfie. Mais si on veut faire une comparaison, en fait, Arnaud, lui, est évidemment quelqu'un qui ressemble beaucoup plus à Trump, même si on peut ne pas le trouver sympathique. C'est quelqu'un aussi qui est connu dans son groupe pour faire des descentes inopinées dans n'importe quel magasin Vuitton du monde entier pour voir comment ça se passe sur le terrain.
C'est-à-dire que un vrai chef d'entreprise, bien sûr, on peut pas nier que quel que soit son sens de la navigation en eau trouble et la façon dont il tire les ficelles de la politique et des choses qui ne nous le rendent pas très sympathique, c'est quand même un homme d'affaires pur et dur. C'est pas un baigneur, c'est pas un petit garçon en culotte courte comme Macron. Donc la comparaison est nulle et non avenue, mon cher Mike. Bon. Donc, et d'ailleurs, mais ça a des conséquences gravissimes pour nous. C'est-à-dire que comment est-ce que cette andouille de Macron peut être pris au sérieux dans les négociations internationales, face à Poutine, face à Trump, face à Xi Jinping, mais bien entendu. Il est complet. Et d'ailleurs, il est très très mauvais en économie, en finance, en politique intérieure. Bon voilà, on l'a vu à plusieurs reprises. Simplement, il est très soutenu par un certain nombre de puissances et les médias, c'est ce qui l'a sauvé. Mais là où il est le plus nul, et là ça se voit de plus en plus, c'est dans les domaines diplomatiques. Si on voit ses prises de position, par exemple, sur le dossier libanais, ça a été des positions consternantes, ou même sur le conflit israélo-arabe. Il commence à nous dire, après le 7 octobre, qu'il faut faire une coalition contre le Hamas de la même manière qu'on l'a fait contre Daesh. Donc, en gros, on va envoyer les piou-piou français pour aller casser la gueule des Palestiniens à Gaza et du Hamas. Et puis maintenant, il nous explique que, oh là là, c'est très grave ce que fait Israël parce qu'ils se défendent beaucoup trop durement et qu'ils devraient négocier. Il dit tout et son contraire. Négocier, l'en même temps est déjà pitoyable en politique intérieure, mais l'en même temps c'est consternant en politique étrangère. Et donc il n'est pas du tout au niveau. Et ça, on le paye, on le paiera de plus en plus. Oui. Alors, cher Alexis, Macron a été le premier chef d'État qui a appelé Donald Trump pour le féliciter. Est-ce que les médias américains l'ont un peu parlé ? Voilà la question. Pas du tout. Et est-ce que l'on sait pourquoi est-ce qu'il a été le premier chef d'État étranger à appeler Donald Trump ? Alors, si j'étais taquin, je dirais peut-être parce que Donald Trump avait dit il y a quelques années qu'il avait un secret sur notre président, donc je pense qu'il a essayé de se mettre dans de bonnes relations. D'accord. Si je ne suis pas taquin, je dirais que c'est par politesse et parce qu'un président de la République se doit de faire ces choses-là. Donc on va dire que je ne suis pas taquin et on va dire que pour une fois Emmanuel Macron a fait son travail. Je reviens sur la question de est-ce que les télévisions américaines ont parlé du coup de téléphone d'Emmanuel Macron. Pas du tout. Pas du tout. Personne n'en a parlé. Mais la France n'a plus de poids diplomatiquement, alors que c'était ce qui faisait je dirais la grandeur de notre pays, cette capacité à avoir une écoute au niveau international, cette capacité à peser, malgré le fait qu'on soit un pays uniquement de 60 ou 65 millions d'habitants, de pouvoir peser dans les débats internationaux, nous l'avons perdu sous Macron notamment, effectivement. Mais je voudrais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. La différence peut-être entre Donald Trump et Emmanuel Macron, elle est en ce sens. Donald Trump, c'est un homme du peuple. Assurément, c'est quelqu'un qui séduit sa population, qui est très bon dans la com, mais qui va au McDonald's, qui va sur son camion déboueur. Alors bien sûr que c'est à vocation je dirais de purement marketing, mais il le fait bien et ça plaît au peuple. Or, Emmanuel Macron est quelqu'un qui est aujourd'hui détesté par son peuple. En France, la population qui soutient Emmanuel Macron est, je dirais, à mon avis, de moins de 10%, si on fait les sondages de gens qui apprécient Emmanuel Macron. Donc, ce n'est plus un homme du peuple, Emmanuel Macron, contrairement à Donald Trump, qui, lui, est un homme du peuple. Vous en avez parlé sur le plateau, qui remonte les manches, qui va sur le terrain, qui vit à sa façon. C'est un disruptif, c'est quelqu'un qui va être capable de renverser la table, de dire, excusez-moi le terme qui commence par un M, à des journalistes ou à des gens, mais voilà, il ne fait pas une politique à l'ancienne. Mais alors du coup, pour la France, est-ce que c'est une bonne chose que Donald Trump soit élu président ? Pour la France en tant qu'État. Bah oui. Oui.
Ni une mauvaise, enfin, je veux dire, il a aucun... qu'est-ce que vous voulez que ça fasse? C'est-à-dire que, est-ce que, par exemple... souci... Non, mais par exemple, les Américains, chez les démocrates, ils sont quand même assez interventionnistes en Europe, sur l'Union européenne, ça, avec, par exemple, le gaz russe, des choses comme ça. Oui, ça, est-ce que... Bah, écoutez, oui, mais parce que... Alors, le gaz russe, parce que on est dans une compétition géopolitique. Alors là, on rentre... Trump a été un petit peu gêné par dans son premier mandat, par où on a parlé aussi des taxes aux frontières. Nord Stream. Il a été gêné parce que et il a essayé de pousser la vente de gaz liquide américain par navire. Il y a eu ça. Bon, mais ça fait partie des stratégies. Alors, il n'a pas fait sauter le Nord Stream. Bon, c'est l'autre, c'est Biden. Mais je vais vous dire, toutes ces choses dont nous parlons, c'est la CIA. C'est ça son métier. Les coups tordus, l'organisation de choses comme ça. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que Trump va faire de la CIA ? Il peut mettre sous tutelle, sous cloche, on va dire. Il peut, non, sous cloche c'est difficile, vous savez. Il y a eu un très bon documentaire fait par Oliver Todd sur Snowden. Vous savez, ce membre de la CIA qui a cassé la baraque en disant ce qui se passait sur le fichage des Américains et leur écoute, qui est parfaitement vrai, parce que depuis on sait tout ça. Eh bien, il met en scène et on voit les rapports entre Snowden et ses officiers, les officiers de son service avec lequel il travaille. Mais ces gens-là, ils sont le pays. Ils sont le patriotisme à leur façon. Ils font la politique des États-Unis. Et on le sent bien, ils ne se réfèrent ni au Congrès, ni à la Chambre des représentants, ni au président. Donc on voit bien que c'est un État dans l'État. Alors maintenant, la question, comment peut-il faire? Là, moi, je n'ai pas la réponse. Ce que je sais, c'est qu'après la guerre, les Américains ont fait le ménage en supprimant l'OSS, qui était leur service de renseignement pendant, et pour créer la CIA. Bon, la CIA, elle est devenue ce qu'elle est. Peut-être qu'il ne faut jamais laisser un service perdurer et qu'il faut le remettre à zéro à certains moments. Et ça, qu'est-ce que tu en penses, toi qui connais bien l'État, justement? Bon, alors sur la question des États-Unis et de la France, de l'influence de l'élection présidentielle sur la France, bon, il y a clairement le fait qu'ils sont dans une phase isolationniste. Oui, ce qui touche d'ailleurs aussi bien les démocrates que les républicains. Oui, ça, il n'y a pas une grosse différence entre Obama, qui était le vrai chef, face à Trump. En gros, on est dans la lutte entre Obama et Trump. Biden ou Harris, c'était des hommes de paille, presque. Et donc, l'un et l'autre sont quand même assez isolationnistes. Et il y a un mouvement isolationniste aux États-Unis avec l'intentation des droits de douane, de taper sur les Chinois et un peu accessoirement sur les autres. Bon, sur les Chinois, je pense que là, ils risquent de dérouiller pas mal. Problème. Oui, mais ils sont en phase. Donc, ça, d'une certaine manière, on n'a a priori pas grand-chose à y gagner. Et il faudra essayer de défendre autant que possible nos intérêts. Parce que moi, j'ai de la sympathie pour Trump, mais si Trump demain prend des décisions qui sont hostiles aux intérêts de la France, je n'aurai pas du tout de sympathie pour lui. Au bout d'un moment, chacun doit défendre les intérêts de son pays. Donc, c'est le premier point. Deuxième point, là où ça peut quand même nous être utile, ce qui se passe avec l'élection américaine, c'est justement ce dont on parlait précédemment, à savoir l'exemple. Même si en France, c'est plus dur qu'aux États-Unis de bouger les Français, même s'ils sont plus conformistes, même s'ils sont moins réactifs, même s'ils sont plus endoctrinés et embobinés par les médias dominants et toute la propagande officielle, par exemple sur le réchauffement climatique, ces choses-là, bon, eh bien, malgré tout, c'est un exemple, c'est un levier, il faut s'appuyer là-dessus. Ça sera plus dur en France, pour les raisons que j'ai dites, parce que les gens sont trop protégés, mais il faut s'appuyer là-dessus. Et ça doit nous montrer quoi? Et ça, c'est un thème que je pense il faudra développer dans les semaines et les mois qui viennent et qui est essentiel, c'est que face à la situation inextricable budgétaire et politique dans laquelle on est, parce qu'on est en train d'oublier la situation française qui est catastrophique, qui était catastrophique, eh bien il faut se trumpiser. Il faut se trumpiser, c'est-à-dire que la droite, je pense, toute catégorie confondue, en tout cas la vraie droite, je crois qu'elle n'a plus intérêt à trop tergiverser, à trop attendre.
il faut provoquer la chute de Macron le plus vite possible. Il faut voter la censure quand il y aura un 49.3. Mais est-ce que Mme Le Pen va le faire? Mais ça, je ne sais pas. Mais nous, est-ce que ça n'a pas surpris justement que Mme Le Pen a été si absente sur ces élections américaines? Alors, je vais te répondre. Je pense d'abord qu'il y a un agenda particulier qui pèse sur le Rassemblement national, qui sont les poursuites judiciaires et le procès qui est en cours. Ça ne facilite pas les choses. Pour eux, deuxièmement, elle est face à la situation que je décrivais précédemment, à savoir que les Français, ce ne sont pas les Américains, ils sont plus trouillards et ils sont plus manipulés par l'idéologie dominante. Et donc, elle craint sans doute que si elle affronte cette idéologie, elle en paye un coût politique très important, ce qui est arrivé d'une certaine manière à Zemmour. Zemmour, il a été aussi un peu grillé parce qu'il est allé peut-être un peu trop loin. Paradoxalement, ce n'est pas un très bon exemple pour le Rassemblement national, ce qui est arrivé à Zemmour quand il a voulu être très pushy, justement. Donc, ça joue. Cela étant, je pense que ça serait une erreur. Et notre rôle, nous, intellectuels, éditorialistes, enfin, de gens qui prenons la parole et qui ont plus de liberté parce qu'on n'est pas encarté, on n'est pas dépendant de ces partis, c'est justement de militer pour que on n'ait pas peur. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir peur. Il faut provoquer la chute de Barnier en votant une censure à la fin de l'année, quand il y a le budget. Et ensuite, il faudra ne pas craindre de mêler, à la limite, les voix de la droite à celle de Mélenchon pour dire maintenant Macron dégage, ça suffit. Parce que la seule manière d'en sortir en France, c'est qu'on ait un président ou une présidente qui arrive, qui soit réformatrice, qui réforme par référendum et qui se débarrasse du régime vieillissant et foutu et finissant d'une 5e République qui aujourd'hui n'a plus les capacités de rebondir et qui éloigne et qui prenne la distance qu'il est nécessaire vis-à-vis de l'Union européenne, de l'euro, de tout ce qui nous tire par le bas. Voilà, donc l'exemple de Trump doit nous conduire à ne pas avoir peur et à prendre le taureau par les cornes. Et c'est ça où ça peut nous être utile, parce que pour le reste, c'est de la géopolitique, c'est de la politique étatique, et l'État, c'est le plus froid des monstres froids, et les Américains défendront leurs intérêts et nous piétineront, Trump ou Obama, s'ils pensent que c'est dans leur intérêt. Alors, on va parler après s'il est possible d'avoir un Trump français, mais avant ça, les annonces impertinentes. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi, on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.